Amis développeurs, développeuses et non-binaires, bienvenue. Moi c'est Jérôme et aujourd'hui on va développer avec WinDev. Si je vous parle de lignes, colonnes, cellules, formules, vous pensez à quoi? Eh oui, tout le monde connaît Excel. Et dans vos applications, c'est quasiment indispensable de pouvoir manipuler ce format. Alors on va voir ensemble toutes les interactions possibles entre votre projet WinDev et Excel, dans un sens, dans l'autre et inversement. C'est parti. Comment exporter des données de vos applications WinDev vers un fichier Excel? Alors, la première solution est la plus simple, puisqu'on va utiliser les FAA, que vous connaissez sûrement, les fonctionnalités automatiques des applications. C'est intégré nativement à WinDev et donc rien à développer, c'est prêt à l'emploi. On va tester ça tout de suite. Voilà, alors là on a une table très simple, 4 colonnes texte. On va aller dans le menu contextuel de la table, choisir l'option Exporter la table vers Excel. On enregistre. Et c'est fini. Et voilà comment exporter des données de WinDev vers Excel. Salut! Alors, plus sérieusement, évidemment, c'est pas la seule solution. Et même si elle sera suffisante dans beaucoup de cas, elle a quand même ses limites. Prenons l'exemple d'une table un peu plus avancée. On va retrouver une colonne de type interrupteur, case à cocher, une colonne de type image et une mise en forme avec des couleurs. On va utiliser la FAA exporter la table vers Excel. Alors là, on voit le résultat. Ma colonne interrupteur m'affiche 1 ou 0, selon que la case soit cochée ou pas, et ma colonne image va renvoyer le chemin vers le fichier image. Donc là, évidemment, c'est difficilement lisible et compréhensible pour l'utilisateur final. Moi, ce que j'aimerais comme résultat, c'est que ma colonne image ne soit pas exportée et que ma colonne interrupteur m'affiche, par exemple, une croix si la case est cochée et vide dans le cas contraire. Alors, petite astuce, si on voulait simplement masquer une colonne lors de l'export, on pourrait simplement utiliser l'option de l'éditeur Export et Impression et indiquer la valeur Jamais. Et on pourrait alors continuer à utiliser la FAA, la colonne ne serait pas exportée. Mais je vous propose de faire un peu de code pour gérer beaucoup plus efficacement vos exports. Et pour ça, on va utiliser la procédure table vers Excel. Vous le voyez ici, on va pouvoir personnaliser le comportement de l'export avec les différents paramètres de la procédure. Donc exporter ou non les colonnes invisibles, la mise en forme, les en-têtes de colonnes, etc. Je rentre dans le code de mon bouton exporter. Je définis la destination de mon fichier d'export et j'utilise la procédure table vers Excel. J'ouvre ensuite mon fichier résultat. Et voilà, on teste. Alors là, évidemment, on a le même résultat que tout à l'heure, mais on va pouvoir le paramétrer. La première chose qu'on voulait, c'était masquer une colonne. Alors, on a vu comment le faire depuis l'éditeur de fenêtre. Là, on va le faire par programmation. C'est relativement simple. Table.colonne.point visible égale faux. Et une fois qu'on aura fait l'export, il faudra revenir dans l'état initial et rendre de nouveau visible notre colonne. On teste. Et voilà, la colonne s'est masquée et on voit bien dans notre export qu'elle n'apparaît pas. Maintenant, comment modifier la valeur retournée par ma colonne interrupteur lors de l'export? Je vous le rappelle, on voulait un X quand c'est coché et vide sinon. Et bien ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va un peu tricher. On va créer une nouvelle colonne invisible qui prendra la valeur souhaitée et qu'on affichera juste avant l'export. Donc nouvelle colonne, actif X par exemple, au format texte. Je la rends invisible et voilà.
Évidemment, cette colonne, il va falloir la remplir. Nous, on va le faire dans le code du bouton d'export. On va parcourir toutes les lignes de notre table, et si la case est cochée, alors on affecte la valeur X à notre nouvelle colonne. Sinon, c'est vide. Cette colonne, il va falloir la rendre visible et la rendre invisible de nouveau après l'export. On va également rendre invisible notre colonne interrupteur, sans oublier de la remettre dans son état initial ensuite. Et voilà le résultat. Et si je souhaite conserver la mise en forme et les couleurs, c'est très simple. Je vais utiliser le paramètre TA avec mise en forme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les paramètres de la procédure sont cumulables. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir indiquer comme paramètre TA avec mise en forme plus TA sans titre, par exemple. Et voilà, je retrouve mes couleurs, ma police, exactement comme ça l'était à l'écran. Alors, on a vu deux manières d'exporter les lignes d'une table, mais comment récupérer le contenu d'un fichier d'une base de données? Dans l'analyse de mon projet, j'ai un fichier HFSQL utilisateur. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir récupérer tous les utilisateurs, mais sans passer par l'intermédiaire d'une table. Pour ça, c'est très simple, je vais utiliser la procédure hExportXLS. Je précise en paramètre mon fichier de données utilisateur, le chemin de mon fichier Excel que j'ai défini plus haut, et c'est tout. On teste. Et voilà, j'ai l'intégralité du contenu de mon fichier de données exporté sous Excel. Alors, évidemment, ici on a un export assez brut. On récupère tous les enregistrements et en colonne toutes les rubriques de mon fichier. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'utilisateur récupère uniquement certaines colonnes et ne récupère pas non plus l'intégralité des enregistrements. Par exemple, ici, j'aimerais ne pouvoir récupérer que les utilisateurs actifs. On l'a vu, la procédure hExportXLS prend en paramètre un fichier de données. Alors, un fichier de données, ça peut être aussi une requête. Que ce soit une requête créée via l'éditeur ou une requête créée par programmation. C'est ce qu'on va faire ici. On va créer une variable de type source de données. Ce sera notre fichier. Et c'est cette variable que je passerai en paramètre de la procédure. Alors on va d'abord créer la requête. On a dit qu'on voulait tous les utilisateurs actifs. Je veux récupérer uniquement le nom et le prénom. Dans ma table utilisateur, where utilisateur actif égale 1. Évidemment, il ne faudra pas oublier d'exécuter la requête avant de pouvoir s'en servir. Je passe ma source de données en paramètre de ma procédure et c'est parti. Et voilà, j'ai exporté uniquement les colonnes que je voulais et les enregistrements qui correspondent à ma requête. Alors, petite remarque, je récupère en en-tête de colonne les noms des rubriques telles qu'elles sont définies dans ma base de données. Comment les personnaliser? Petite astuce, on va utiliser dans notre requête tout simplement des alias. Pour ça, on utilise le mot as en SQL et on définit le nom de chaque colonne. Et voilà, on a bien récupéré le nom des colonnes qu'on a définies dans notre requête. Donc on a vu plusieurs manières d'extraire des données vers Excel, depuis une table ou un fichier. C'est pratique, c'est assez rapide à mettre en place, mais le rendu est assez basique. On a simplement un listing. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un résultat beaucoup plus esthétique. Par exemple, je voudrais que mes données
soit exporté dans ce format. On a une mise en forme avec des tailles de texte différentes, des polices différentes, on a des couleurs de fond, un champ dynamique, en l'occurrence la date du jour, et également un champ calculé. On va voir ensemble comment faire ça avec une nouvelle méthode. Ici, on va utiliser une variable de type XLS document. Ça va nous permettre de générer dynamiquement un fichier Excel et de pouvoir manipuler en détail chaque élément, les valeurs à l'emplacement souhaité, les polices, les couleurs, etc. Je commence par déclarer une variable de type XLS document. Je déclare ma chaîne avec le nom de mon fichier et j'utilise la procédure XLS ouvre. Elle prend en paramètre mon fichier en écriture et ça, je l'affecte à ma variable mon doc de type XLS document. Il faudra bien sûr à la fin sauvegarder le document. Pour ça, on utilise la fonction XLS sauve et entre les deux, on va écrire le contenu. Donc voilà ce qu'on voulait obtenir. Pour ça, on va manipuler les cellules du document. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une variable de type XLS document, c'est simplement un tableau de cellules. Et comme n'importe quel tableau, on va accéder à ces éléments avec des indices. Par exemple, si je veux accéder à la cellule A1, je vais utiliser les indices 1A. À savoir qu'on indique dans l'ordre l'indice de la ligne, puis celui de la colonne au format texte. Et donc, j'affecte à ma cellule le texte liste des utilisateurs. Je vais faire la même chose pour mon texte date d'export en cellule B3. Et en C3, je veux inscrire la date. Alors moi, je veux qu'elle soit générée dynamiquement. Et pour ça, on va créer une variable de type date à laquelle on va affecter la date du jour et on va l'inscrire dans notre cellule à l'aide de la fonction dateVersion. On va tester tout ça. Voilà, donc on a bien le texte qui a été généré à l'endroit voulu. Bon, pour le moment, on n'a pas encore de notion de mise en forme, mais on verra ça après. Il faudra également penser à fermer le fichier avec la fonction xlsferme pour qu'il soit libéré par WinDev. Ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir exporter la liste de mes utilisateurs. Pour ça, on va parcourir notre fichier. On aurait pu également faire une requête. Donc on a notre boucle qui parcourt les enregistrements de notre fichier utilisateur. Et maintenant, il va falloir faire une génération un peu dynamique. Pour les cellules précédentes, les indices de ligne étaient fixes. Ici, ils vont évoluer. Dans cet exemple, on a 5 lignes, mais on pourra en avoir 2, 15, 50. Il va donc falloir gérer l'indice de la ligne de façon dynamique. Pour ça, on va créer une variable qui va nous servir d'indice. Dans cet exemple, on commence à la ligne 6 et on incrémente à chaque enregistrement de notre table utilisateur. Donc, on va initialiser la variable avec la valeur 5 qu'on va incrémenter à chaque enregistrement trouvé. Je vais reprendre ma syntaxe précédente, sauf qu'ici, l'indice de la ligne sera ma variable i. J'affecte ensuite à ma cellule la valeur de ma rubrique nom de mon fichier utilisateur et même chose pour le prénom. Ensuite, il va falloir gérer la colonne statut. Alors, dans mon fichier, la rubrique prend la valeur vrai ou faux qu'il va falloir remplacer par un X ou vide. On va donc tester la valeur pour chaque enregistrement et remplir notre cellule selon le cas. Prochaine étape, afficher
le total des utilisateurs. Ici, je vais me servir de deux variables de type entier que je vais incrémenter dans ma boucle en fonction de la valeur de ma rubrique utilisateur actif. Alors, quel indice de ligne utiliser pour renseigner ma cellule totale? Ici, on ne peut pas lui attribuer d'indice fixe, puisqu'on l'a vu, le nombre de lignes d'utilisateurs peut varier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser l'indice qu'on utilisait dans notre boucle, et on va l'incrémenter de 3. Pourquoi 3? Tout simplement parce que ma ligne de total se situe 3 lignes après la dernière ligne de mon tableau d'utilisateur. Donc, toujours la même syntaxe, mon doc de i plus 3 en colonne B égale total. Je veux maintenant récupérer le nombre total d'utilisateurs. Donc ici, je vais utiliser mes deux variables cpt actif et cpt inactif que je vais additionner. J'ajoute mon texte et même principe pour ma colonne D dans laquelle je vais exporter le nombre d'utilisateurs actifs. On va tester tout ça. Et voilà, j'ai bien récupéré le total de mes utilisateurs, le nombre d'actifs au bon emplacement. Donc on a réussi à récupérer tout le contenu souhaité. Maintenant, la prochaine et dernière étape, ça va être la mise en forme. Pour la police, je vais tout simplement utiliser la propriété police de ma cellule. Donc ma cellule .police.nom égale Calibri dans mon cas. On va pouvoir gérer la taille, la couleur, et pour la couleur de fond, elle sera appliquée directement à la cellule. On va tester tout ça. Et vous le voyez ici, on a pu affecter une police, une taille, une couleur et une couleur de fond. Il manque encore la fusion des cellules qu'on verra ensuite. Alors, petite astuce, on aurait pu également créer une variable de type police qu'on aura définie avec la fonction policeCrée en passant en paramètre la police et la taille, et on aurait enfin affecté notre variable police à la propriété police de notre cellule. Alors moi ici, je vais plutôt utiliser cette syntaxe-là. Bon, ici, c'est du copier-coller, je vous passe ça en accéléré. Autre petite astuce, vous pouvez ajuster la hauteur d'une ligne en indiquant simplement l'indice de la ligne et en utilisant la propriété .hauteur. Alors on aurait pu également utiliser une variable de type xlsLigne, lui affecter une hauteur et affecter à ma variable de type xlsDocument sur l'indice 1 ma variable xlsLigne. Les deux syntaxes sont possibles. Ensuite, pour centrer nos cellules, on va utiliser la propriété alignement H. Par exemple ici, pour la cellule nom, alignement H égale CH centré. Même chose pour le prénom et pour le statut. Ensuite, pour gérer les cadres, la logique voudrait qu'on utilise la propriété .cadre sur la cellule. Alors, je vous déconseille totalement de faire comme ça, parce que voilà ce que ça engendre. Bon, plus sérieusement, les conséquences ne seront pas aussi dramatiques. C'est simplement que cette syntaxe ne fonctionne pas. Ici, on peut le constater, je n'ai pas de cadre autour de ma cellule. La solution de contournement, ça va être de créer une variable de type cadre qu'on va affecter à notre cellule. Cette variable, on va lui attribuer les propriétés qu'on a définies tout à l'heure, l'épaisseur, la couleur et le type de trait.
On a défini notre cadre et on va maintenant l'affecter à la propriété cadre de notre cellule. On va tester. Et voilà, vous le voyez ici, on a bien notre cadre. Alors, petite parenthèse, apparemment il n'est pas possible de gérer la fusion des cellules via les variables de type XLS cellule. C'est dommage, on pourra le faire grâce au champ tableur qu'on verra dans une prochaine vidéo. Dernière petite astuce, voici 3 syntaxes pour accéder à une cellule d'un document. Ces 3 lignes me permettent d'affecter une valeur à ma cellule B1. Dans la première, on indique l'indice de la ligne, puis celui de la colonne au format numérique. Dans la deuxième, on indique l'indice de la ligne, puis l'indice de la colonne, cette fois au format texte. Et enfin, pour la dernière syntaxe, on va utiliser la propriété point-point-ligne avec l'indice de la ligne, sur laquelle on va utiliser la propriété point-point-cellule sur l'indice B. On va maintenant faire le bilan des différentes méthodes d'export qu'on a vues. Mais avant ça, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en érection et partagez-la. Vous pouvez également la commenter et n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. A noter que cette vidéo est le premier épisode d'une série consacrée à Excel. Donc on a vu aujourd'hui toutes les méthodes d'export et dans les prochains épisodes, on verra l'import de données, le champ tableur et d'autres méthodes d'interaction. Alors, dans l'ordre, les FAA. On l'a vu, c'est très simple à mettre en place, c'est nativement intégré à vos projets. L'inconvénient, c'est l'absence de personnalisation, autant le contenu que la mise en forme. Pour la procédure table vers Excel, c'est également très simple à mettre en place, c'est une ligne de code, avec la possibilité d'ajouter des paramètres ainsi que du code supplémentaire. L'inconvénient, encore une fois, c'est le format d'export. La procédure hExportXLS nous permet de récupérer les données d'un fichier de notre base de données sans passer par une table. Alors, elle accepte en paramètre une requête pour affiner au maximum le résultat voulu. Une fois de plus, le format d'export est assez basique. Dernière méthode, la plus complexe mais la plus complète, les variables de type XLS document. Alors ça nécessite beaucoup plus de code, mais c'est entièrement personnalisable, autant le contenu que la mise en forme. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi, salut!